Et le gagnant est Cédric Gras. Ben, Cédric, on a adoré la plume, ta plume, ton style, ton panache. Tu nous as fait voyager autant dans le passé, dans le présent, sur les cimes. Et donc, avec enthousiasme, on a voté pour, le jury a voté pour toi. Merci beaucoup, Doan. Je suis très honoré. Merci. Depuis que je suis adolescent, je pratique l'alpinisme. Et en alpinisme, il existe une technique très simple, très astucieuse, qui permet de récupérer son matériel d'ascension au lieu de l'abandonner dans les parois de glace. Cette technique, elle s'appelle l'Abalakov. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu pour la première fois ce nom, Abalakov. Et un soir, je suis chez moi, à Paris. Je tape en cyrillique ces 3 syllabes, Abalakov. Ça en fait 4, du coup, syllabes. Dans un moteur de recherche. Et très vite, je découvre que l'inventeur de l'Abalakov était l'un des plus fameux alpinistes de l'époque stalinienne. Et surtout, je découvre qu'il n'y a pas un Abalakov, mais 2 frères. Vitali, l'aîné, et Yevgeny, le cadet. Et que ces 2 frères ont connu un destin absolument exceptionnel. Imaginez-vous qu'à eux deux, ils ont vaincu dans les années 30 les sommets les plus légendaires d'Asie centrale, des sommets de plus de 7000 mètres d'altitude, qui, moi, personnellement, m'ont toujours fait rêver. Il s'agit du pic Staline, du pic Lénine, du pic de la Victoire, du pic Karl Marx, par exemple. C'étaient des expéditions absolument dantesques. Les frères Abalakov et leurs camarades étaient mal chaussés, vêtus d'équipements militaires sommaires. Les températures descendaient à moins 30, moins 40. Et Vitali Abalakov a par exemple été amputé dans une tempête d'une 20aine de phalanges. C'était aussi des expéditions extrêmement politisées. On grimpait au nom du pouvoir bolchevique et sous le contrôle de commissaires du peuple. Les frères Abalakov étaient par exemple priés de hisser jusqu'à 7000 mètres des bustes de Staline ou de Lénine. Je deviens obsédé par cette histoire. Je me mets à lire tout ce qui existe sur le sujet. Je collecte le plus de matière possible, je traque la moindre information. J'achète aussi de vieilles éditions soviétiques chez les bouquinistes. J'en rachète à des particuliers qui me donnent des rendez-vous dans les stations de métro du tout Moscou. Et je reconstitue ainsi leur trajectoire. Si Yevgeny, le plus jeune, était un homme charismatique et porté sur les arts, son frère Vitali, officier comme ingénieur, et avait la réputation d'être un homme assez austère. Je veux rencontrer des témoins encore en vie, qui auraient connu les frères Abalakov. Je retrouve alors Alexei, le fils de Yevgeny, le plus jeune des 2 frères Abalakov. C'est un homme âgé, hanté par le passé. Son salon est encombré des tableaux peints par son père en montagne. Il m'offre un thé noir dans sa cuisine, qui me semble figé à l'époque soviétique. Et ensemble, nous nous remémorons ce père qu'il a à peine connu. Je continue ensuite mes recherches. Je comprends qu'il y a des non-dits, des mystères dans la biographie des frères Abalakov, des lacunes. Il me semble que tout un pan de leur vie est occulté par la presse et la littérature officielle. Je n'en suis absolument pas étonné, je sais que les sources soviétiques sont souvent censurées. Et certaines rumeurs affirment que les frères Abalakov ont été victimes des purges staliniennes. Cette histoire de purge m'intrigue énormément, parce qu'ils étaient de véritables héros dans l'URSS des années 30, et je ne parviens pas à comprendre pourquoi le pouvoir aurait voulu les arrêter. La clé ne peut se trouver que dans les archives du NKVD, l'ancêtre du KGB. J'écris alors aux archives du FSB, qui lui-même est le successeur du KGB. Mais le dossier n'est pas chez eux. Je finis par localiser un dossier au nom de Abalakov. Il est aux archives nationales d'État.
J'effectue les démarches nécessaires et puis j'attends, longtemps. Enfin, on m'autorise à venir le consulter. Je retourne alors à Moscou. Je pénètre dans un bâtiment à l'architecture stalinienne tout à fait ordinaire. Curieusement, on ne m'installe pas dans la salle de lecture, mais entre les rayonnages alourdis de milliers de dossiers. Je n'ai moi le droit d'ouvrir que celui qu'on m'apporte, le dossier Abalakov. Je me retrouve alors assis à une petite table avec cet énorme dossier judiciaire qui est frappé d'une mention glaçante à conserver pour l'éternité. Je l'ouvre, le cœur battant, j'ai la sensation que je touche au but. Je tourne les pages avec précaution et je tombe sur le mandat d'arrêt de Vitali Abalakov. Voilà, il est écrit « Arrest et obisque Abalakova Vitalia Mikhailovicha », c'est-à-dire que ce document vaut pour arrestation et fouille de l'appartement de Vitali Abalakov. Il y a sur ce document une adresse, une date, une heure, très avancée dans la nuit, le nom de l'agent du NKVD qui vient le chercher, et dans d'autres documents qui suivent la liste des personnes présentes dans l'appartement. Ensuite, ce sont des centaines de pages d'accusations mensongères, de déclarations manuscrites sans queue ni tête, obtenues sous la menace et les coups. Je revis alors le drame de ce Sibérien qui venait de conquérir avec son frère des sommets pour l'époque inimaginables. Vitali Abalakov est accusé sur la base de l'article 58 de contre-révolution et d'espionnage au profit de l'Allemagne hitlérienne. Enfin, j'apprends qui l'a dénoncé. C'est cet homme, un compagnon de cordée, tout simplement, qui n'a pas résisté à la pression du NKVD et qui a accepté de paraffer des accusations imaginaires avant d'être fusillé. D'ailleurs, la plupart des compagnons de cordée des frères Abalakov sont soit envoyés au goulag, soit fusillés. Je cherche partout, mais dans les documents, je ne trouve rien au sujet de Yevgeny. J'en viens à la conclusion que jamais Vitali n'a jeté le nom de son frère en pâture au commissaire. Il y a quelque chose qui me fascine dans leur destin, c'est que ces deux-là, les frères Abalakov, ont survécu à la terreur stalinienne, puis à la guerre contre les nazis, et pourtant ils sont repartis, ils sont revenus à la montagne, ils ont vaincu de nouveaux sommets vertigineux et parmi les plus froids de la planète. Je me rends alors sur leurs traces en Asie centrale. Je pars pour les gigantesques massifs du Kyrgyzstan et du Tadjikistan, le Pamir ou les Monts Célestes. Là-bas, je marche dans leurs pas, exactement, grâce à des archives photographiques que j'ai pu retrouver. Je me rends en face nord du pic Lénine, puis je remonte l'un des plus longs glaciers du monde afin d'aller admirer une montagne magnifique sur laquelle les frères Abalakov ont gravé leur nom. Elle s'appelle le Khan Tengri, un nom qui se traduit par « maître du ciel ». Et c'est sur cette montagne que les frères Abalakov ont été encordés ensemble pour la dernière fois. Là-bas, à plus de 5000 mètres, dans la lumière éblouissante et le froid mordant, je me sens plus proche d'eux. Dans ces montagnes que j'aime tant, rien ou presque n'a changé, contrairement à Moscou ou le reste de la Russie. Je contemple les mêmes paysages immaculés qu'eux, les mêmes parois. J'ai enfin l'impression de revivre un peu de leur épopée. Merci.